Hello Christophe, bienvenue dans le podcast d'Ether qui explore les chemins un peu inattendus entre l'innovation sociale et le business, le cœur de l'entreprise. Alors, je suis Clarisse Bérébi et dans chaque épisode, j'explore comment le monde lucratif va essayer de transformer l'entreprise, se transformer profondément en donnant du sens, en donnant du soin aux autres et finalement en transformant profondément la société. Donc, je suis contente de démarrer ce premier épisode avec toi. C'est un honneur. Voilà. Donc, on va peut-être commencer tout simplement par te proposer de te présenter, de nous présenter Yuri Anil. Merci de me recevoir. Je suis content d'inaugurer ce que j'espère être une longue série d'émissions. Donc, je m'appelle Christophe. J'ai 43 ans et après 15 ans de salariat dans le monde des agences de communication, plus en particulier communication digitale, j'ai décidé avec un ami que j'ai rencontré dans le travail, on est devenus potes, Clément, de lancer Yuri Anil, qui est une agence de marketing digital qui essaye de servir les marques dans une manière beaucoup plus moderne d'opérer la communication, c'est-à-dire en étant l'extension de leur équipe, en travaillant de très près avec toutes les dimensions de leur entreprise, ce qui nous impose à nous-mêmes de devoir être hyper agile, hyper fluide. C'est quelque chose de pas facile à construire, mais pour l'instant, cette aventure qui a bientôt 7 ans nous a amenés sur plein de sentiers différents. Je pense qu'on va pouvoir explorer ça. C'est ça. Alors, je sais que chez Yuri Anil, on parle de stratégie digitale, évidemment, puisque c'est votre métier, mais on parle aussi d'éthique, on parle aussi de sobriété, de la relation client. On parle aussi d'IA, mais plus au service de l'humain. On ne l'idéalise pas, on l'apprivoise finalement un peu plus. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toutes ces questions qui sont assez techniques, vous y avez mis de l'humain, vous y avez mis du sens autour de ça? On a toujours essayé d'aider les marques à s'affranchir des considérations techniques en expliquant que toute la dimension complexe des métiers du digital, maîtriser les algorithmes des moteurs de recherche, des plateformes sociales, ou parfois c'est même juste déchiffrer les codes de consommateurs dont les attentes changent en permanence. Ça, c'était notre travail à nous, c'était notre complexité, et qu'il fallait que les échanges qu'on ait entre nous soient plutôt sur le plan de quelle histoire on essaye de raconter aux différents utilisateurs, comment vous voulez raconter votre marque, comment elle doit se différencier des autres, sur quel terrain de jeu elle doit exister, qu'est-ce qu'elle doit raconter, et finalement toute la technicité de la mise en œuvre de ces histoires, c'est notre travail à nous. Donc déjà de base, dans la façon dont on travaille, on essaye de se dire que la technique, c'est un moyen, c'est pas du tout une fin en soi. D'ailleurs, parfois, pour réaliser certaines choses, on va le faire complètement sans technique, on va être sur des approches beaucoup plus créatives, beaucoup plus portées sur le fond du message. Sur le plan des outils ou de l'IA que tu évoquais, c'est la même chose. C'est qu'on l'utilise comme un outil quand c'est la manière la plus efficace de faire ce qu'on veut faire. Mais on ne va pas faire de l'IA pour de l'IA. On va le faire dans un but précis et parce que c'est la meilleure façon de réaliser un traitement de données, une automatisation ou autre, justement dans le but de permettre aux humains qui sont au cœur des dispositifs de se délester de toute cette plomberie en faisant travailler des machines à leur place, dans le but de gagner du temps et de la disponibilité intellectuelle pour pouvoir être créatif et justement interagir avec leurs clients pour aller piocher dans leur cerveau. L'information qui est intéressante, c'est finalement quelle est la prochaine bonne étape dans la stratégie. Et donc c'est ça notre objectif, et la technicité, elle est surtout là pour permettre au cerveau d'être, on va dire, le moins encombré possible de plomberie et pour qu'il soit le plus possible capable de s'envoler vers l'architecture, on va dire. Ok, alors moi ce qui me passionne dans ce que vous faites, c'est qu'effectivement je sais, pour bien vous connaître, que vous avez énormément innové, notamment sur le plan technologique, et c'est finalement la première étape de votre innovation qui est cohérente et logique compte tenu de ce que vous faites sur le plan technique. Mais vous avez évolué, votre façon d'innover a évolué justement, et vous avez intégré la notion, non, au-delà de l'innovation, de la recherche. Ouais. Au sein de Yuri Anil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, c'est donc au départ, comme on s'est dit que pour construire l'agence qui serait la plus efficace dans un monde où les choses avaient beaucoup bougé
comparativement à la période dans laquelle on était rentré dans le monde du travail avec Clément. Puisque comme on est très vieux, on a commencé à travailler sur le digital quand Google venait d'arriver et Facebook n'existait pas en France. Donc ça paraît être très éloigné. C'était il y a tout juste 20 ans, mais tout ce monde et les parcours des clients étaient hyper différents. Donc on s'est dit, quand on a lancé ce projet, que la meilleure façon de le faire, c'était de partir d'une feuille blanche. Et que dans certains cas, on retomberait sur les mêmes aspects qu'on avait connus, parce que c'était la meilleure façon de faire les choses, que dans d'autres cas, on construirait des dimensions de l'organisation différemment, parce que on avait l'occasion de bâtir sans contrainte. Sur la partie innovation et la recherche, ça s'est fait de cette façon-là aussi. On n'a pas voulu innover pour innover, ou on ne s'est pas lancé dans ces projets de recherche pour le principe de le faire. Ça s'est un petit peu imposé à nous parce qu'on essayait de réaliser. On essayait de simplifier. Notre objectif, c'est toujours de simplifier l'échange avec nos clients pour leur amener à l'essentiel et qu'eux puissent nous apporter le maximum de ce qu'eux savent qu'on ne sait pas. Oui, c'est ce que tu appelles la sobriété de la relation client, quoi. C'est Exactement. vraiment ça. Exactement. C'est de se dire que sur des métiers hyper techniques, on doit être capable de travailler avec des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on fait. Et que c'est d'ailleurs surtout eux qu'on doit pouvoir accompagner efficacement. Et que pour nos équipes, on essaie de les délester de toute la charge lourde, des tâches répétitives, rébarbatives que des machines peuvent faire. Et en rentrant par ce prisme-là dans, on va dire, une forme d'innovation, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de ramifications intéressantes pour nous. Il y en avait une notamment puisque on ne vend pas de solutions technologiques, on vend du temps de personnes. Donc, entre guillemets, le produit qu'on propose, c'est nos équipes. Et donc, on s'est rendu compte que on est capable d'arriver à répertorier un certain nombre de signaux faibles qui vont nous permettre, quand on en corrèle un certain nombre, qui vont nous permettre de prendre une forme de température sur une personne de l'équipe. Est-ce que tous ces aspects-là ne correspondent pas à une forme d'enfermement? Une personne qui participe à certains projets, qui va, dans une logique de choix, privilégier plus de télétravail par rapport à du temps présentiel sur des projets pas obligatoires, mais de vie d'équipe, et souvent en retrait, on ne va pas participer, va correspondre à certains critères dans ces évaluations régulières. On se rend compte que finalement, on peut avoir une approche alimentée par de la donnée sur laquelle on peut construire des technologies pour mieux anticiper la meilleure façon de créer les bonnes conditions de travail pour nos équipes. Parce que on a des personnes qui ont des cerveaux plutôt artistiques, d'autres des cerveaux beaucoup plus proches d'ingénieurs, et on doit arriver à faire fonctionner toutes ces personnes dans le même système, et mieux, on doit arriver à les faire travailler ensemble. L'idée, c'est que dans un but créatif, puisque finalement, vous êtes des techniciens, mais avec une dimension assez créative, vous devez faire en sorte que en fait, c'est une innovation managériale pour faire en sorte que l'équipe travaille bien ensemble, que ce soit les gens plus techniques qui, eux, vont... en fait, c'est un peu l'hybridation de la recherche. C'est-à-dire qu'à la fois, on va chercher techniquement à faire de mieux en mieux, et à la fois, on va managérialement, donc humainement et socialement, chercher à faire en sorte que tout s'imbrique de mieux en mieux. C'est vrai, c'est exactement ça. Et on va dire, l'avènement de l'IA dans l'usage courant qu'on en a, puisque les puristes diront que ça existe depuis 30 ans, etc. Et ils ont sûrement raison. Pour nous, ça fait que quelques années que ça prend de la place dans notre quotidien. Ça amène plein de choses qui sont merveilleuses pour le travail, pour améliorer les conditions de travail de nos équipes. Mais ça crée plein de nouvelles questions qui sont à la frontière entre la technologie et le management. Typiquement, quand on commence à avoir dans des équipes je vais vous donner un exemple. Dans des équipes de SEO qui font du référencement dans Google. Ils créent plein d'agents qui sont là pour être des assistants des différentes équipes en simplifiant l'accès à certaines données, en préorganisant certains traitements d'informations, en templatant un petit peu, je ne sais pas si ça se dit, templatant. Oui. On va dire que en c'est un anglicisme, mais ça ira.
standardisant certaines méthodologies. Et finalement, le manager, lui, se retrouve à gérer une équipe d'humains et une équipe d'agents. Et il doit lui-même, et finalement sur une période très courte, emmener sur un nouveau terrain de jeu qui est je dois être capable de gérer des personnalités dans une vie d'agence où il y a des projets qui viennent, des individus qui vont développer des compétences sur des terrains qui sont parfois inattendus. Il faut être capable de comprendre tout ce qui se passe. Et en même temps, j'ai une deuxième équipe que je dois gérer, qui sont ces équipes d'agents d'intelligence artificielle qui sont là pour supporter mon équipe, et je dois être capable de faire en sorte que, d'une certaine manière, comme des humains, eux aussi montent en compétences, qui bénéficient de plus en plus du savoir-faire collectif de l'entreprise, d'identifier ceux qui sont meilleurs que les autres, de développer certaines améliorations inattendues que l'utilisation en fait a révélé. Donc il a ce double travail qui peut être déstabilisant pour lui, mais en même temps on se dit que on a de la chance parce qu'on est dans une organisation où il y a une appétence pour toute la technologie. Il y a des créatifs, il y a des gens plutôt ingénieurs, mais tout le monde a, je dirais, une base un peu geek, et j'aime les outils, et dès que quelque chose de nouveau sort, je vais le tester pour, à défaut de le maîtriser, au moins comprendre ce que c'est, et par curiosité. Donc très rapidement, les gens s'approprient ces nouveaux usages. Donc bon, l'effort est plutôt d'organiser organiser l'énergie plutôt que d'arriver à créer le point de départ, le moteur de départ. Mais que c'est un bon exercice pour nous parce que finalement, les clients avec lesquels on travaille, eux, ils se retrouvent confrontés aux mêmes difficultés, sauf peut-être un petit peu en décalage dans le temps et avec un peu moins d'appétence pour la technologie. Donc une manière un peu plus complexée d'y aller, en mettant peut-être des barrières, en se mettant eux-mêmes des barrières là où il ne devrait pas forcément y en avoir. C'est trop compliqué, c'est pas pour moi, on n'y arrivera pas, alors qu'on peut faire des choses qui aident énormément et qui sont hyper simples à intégrer. Donc il y a ces dimensions-là aussi qui étaient assez imprévisibles et dont on se rend compte qu'elles commencent à prendre de la place chez nous. Parce que je ne pense pas, contrairement à comme certaines organisations peuvent le déclarer, que ces systèmes vont totalement remplacer des dimensions du travail, mais en tout cas pas dans nos métiers. Elles ne remplaceront jamais un recrutement qu'on avait prévu. Par contre, elles vont permettre d'optimiser la productivité, d'améliorer l'efficacité des gens qui sont là et des gens à venir. Donc elles vont juste un petit peu déplacer les compétences vers la maîtrise de ces systèmes et pour les managers, vers, on va dire, une compréhension supplémentaire qui est requise, qui est tout ce qu'ils doivent faire au niveau du métier, au niveau de l'humain pour le management et au niveau de ces systèmes pour être capable de les gérer. C'est intéressant. On est vraiment... Enfin, là, on touche les problématiques qui sont liées à l'IA et on touche les problématiques qui sont liées au management. Donc, c'est des problématiques qui sont liées, mais totalement différentes. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une sorte de, on va dire, verrou, ce que nous, on appelle un verrou. C'est-à-dire que vous êtes confronté à des managers qui, aujourd'hui, rencontrent des problématiques qu'ils n'avaient jamais rencontrées jusqu'à maintenant. Et vous devez leur apprendre à devenir finalement des meilleurs managers en intégrant toute une équipe autour on va dire, d'outils ou d'agents, puisque finalement, un agent IA reste un agent, d'agents différents. Et donc, créer un esprit d'équipe autour de personnes humaines et de personnes humaines. Là, c'est fabuleux. Et on est dans la science-fiction. On est déjà, tu vois, on est déjà... Et c'est drôle parce que... Je suis content d'avoir connu ça de mon vivant. Mais c'est ça, c'est ça. Bon, alors, on parlera après parce que j'ai quand même une petite question de clôture et je ne veux pas y aller trop vite. Okay. Je ne veux pas trop m'emballer. Je ne veux pas te casser la fin. Surtout pas. Mais du coup, aujourd'hui déjà, comment vous avez réalisé que vous étiez déjà confronté à ça et qu'est-ce que vous essayez de dépasser? Parce que je sais bien que vous n'y êtes pas forcément arrivé, c'est un chemin. Mais qu'est-ce que vous essayez de dépasser profondément? Quand tu parles de management, j'entends, mais c'est quoi derrière ce mot que vous essayez de dépasser? Alors, une fois de plus, la chance qu'on a, c'est que le métier qu'on fait, les gens avec qui je travaille sont des passionnés. Vous êtes combien d'ailleurs chez Urian Nil? On est environ 120 aujourd'hui. D'accord. Donc suffisamment pour qu'il y ait des personnes qui se croisent peu fréquemment. Tout à fait. Suffisamment pour qu'il y ait aussi une disparité hyper importante sur un peu n'importe quel sujet, de sensibilité créative, de sensibilité avec les chiffres
ou de sensibilité avec ce genre d'outils. Mais ça reste des passionnés. Ça reste des passionnés, et ça, c'est un terreau qui est hyper fertile pour ce genre de choses, parce que s'ils ne comprennent pas tout, de fait, ça va les exciter, et ils vont plutôt chercher à comprendre, et ça va devenir un jeu. Et parfois, dans l'évolution qu'on a par rapport à de notre organisation, par rapport à quel rôle doivent avoir ces agents, par rapport aux humains, etc., et comment les managers doivent être capables d'organiser cette nouvelle force de travail, ou au moins cette nouvelle connaissance, les réponses, elles viennent beaucoup plus des gens avec qui je travaille que de moi. Oui. Donc, parce qu'ils ont plein d'idées, ils ont plein d'initiatives, elles ont juste des couleurs différentes, et parfois elles prennent des formes différentes, parfois il faut un peu plus aller les chercher, mais tout est déjà là. Donc on a ce luxe en fait de faire un peu de la chasse au trésor, il faut juste déterrer, quoi. Là où on rencontre plus de difficultés, c'est quand on essaye d'accompagner des organisations qui sont moins faites de curieux, moins faites de passionnés, qui sont de par leur nature beaucoup plus, avec des individus qui doivent beaucoup plus composer avec des contraintes, dans des grosses boîtes, où le légal est important, où il faut respecter une certaine hiérarchie dans tout ce qu'on fait. Pour les emmener en fait sur ces terrains-là, parce qu'on sait que c'est important pour eux. On sait que les barrières qu'ils se mettent par rapport à l'usage de ces outils sont dépassables assez facilement, et que notre travail, c'est de les aider en fait à y aller le plus vite possible pour éviter que leurs concurrents les prennent de vitesse. Parce que c'est comme toujours, c'est une course de vitesse. Il faut être capable d'aller vite, mais pas trop vite non plus, pour pas qu'il y ait un bon niveau de compréhension, qu'il y ait un bon niveau de maîtrise, qu'il n'y ait pas des individus qui se lancent dans des actions autonomes dans des organisations chez nos clients, et qui mènent des projets qui se décorrèlent de tout le reste. Donc on essaie de les pousser le plus fort possible dans cette direction-là, mais en gardant, on va dire, une bonne organisation de travail. Donc le principal défi, c'est d'arriver à... majoritairement, notre principal défi, c'est d'arriver à accompagner nos clients à se oublier un petit peu tout ce qu'ils entendent sur les réseaux et un peu partout, qui sont beaucoup de contre-vérités, qui leur font croire que certains systèmes sont totalement magiques, qu'ils sont incapables de faire certaines choses, le rôle qu'ils doivent avoir dans les organisations, pour les emmener plutôt vers une réalité pratique qui va les accompagner au quotidien. Et on pourrait dire que finalement, et c'est là l'innovation, on va dire sociale, chez Yuri Neil, qu'en fait, c'est l'homme et la machine qui vont travailler ensemble, main dans la main, et que ce qu'on veut justement montrer à nos clients, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et que ça reste un travail d'équipe, et que la machine fait partie de l'équipe aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle je parlais du fait que je ne crois pas que dans nos métiers, il y en a certains qui vont totalement disparaître. Je pense que juste on va dire, la place de la réflexion par rapport à la place du travail plus répétitif va juste s'équilibrer, comme dans un sens qui est plus intéressant pour tout le monde, avec plus de temps disponible pour penser. Mais on va dire, cette articulation entre les technologies, les outils et les humains, depuis que je fais ce métier, elle a toujours existé. C'est juste que la balance était équilibrée différemment. Oui. Et même si ça va vite aujourd'hui, on a vu cette évolution progressive sur les 10 dernières années, de plus en plus de simplicité, de plus en plus de choses automatiques, parce que y a beaucoup de gens qui ont pensé avant nous qu'il serait intéressant d'automatiser des choses qui sont vraiment reloues, qui prennent beaucoup de temps, et que ça aurait pour bénéfice non seulement de gagner du temps, mais de gagner aussi de l'espace pour mettre dans l'intelligence. Donc, en fait, ça reste des problématiques qui sont quand même assez nouvelles. C'est des problèmes de communication qui sont des problématiques anciennes, et finalement même très très anciennes, mais qui sont ramenées à des nouvelles personnes. Comme tu disais, l'agent IA, l'agent humain, le manager de tout ce beau monde, le client derrière qui doit finalement comprendre l'ensemble. C'est des strates de communication qu'il faut finalement... Ouais. C'est quand même, toi, tu es un peu le chef d'orchestre de tout ça aujourd'hui. Ouais, c'est cela. Et notre rôle, c'est d'arriver tout le temps à simplifier les choses pour que notre client puisse continuer à dire « Non, mais moi, ce que mes clients veulent, c'est ça. » Et comment j'arrive à trouver où ils sont et leur raconter correctement ce que je fais. Et donc, plus ça se complexifie, plus on a du travail
pour toujours en revenir à ce point de départ fondamental qui, à mon avis, ne changera jamais. Alors aujourd'hui, il y a plein de bouleversements dans les parcours clients. Parce que c'est de la com que vous faites aussi. Ouais, Tout ça, exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et c'est que, en fait, quand les environnements se complexifient, nous, on va dire, on a juste un terrain de jeu qui se densifie. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est le même challenge qu'il y a des années, juste avec des pelotes supplémentaires qu'on doit détricoter en permanence. Ce qui fait aussi que ça reste intéressant. Si on continue à faire la même chose pendant des années de la même façon, on finirait par s'ennuyer, tout le monde aurait la recette et il n'y aurait plus beaucoup de jeux. Et c'est une grande pression aussi pour les équipes aujourd'hui. Et c'est en ça que ce que vous faites est transformatif de l'entreprise profondément. C'est pas non plus un mot qui existe, hein, je viens de l'inventer. Mais qui transforme profondément l'entreprise. C'est que finalement, autrefois, il y avait des nouveaux outils. Et en tant qu'humain, on s'approprie des nouveaux outils. Aujourd'hui, on travaille avec des nouvelles personnes non humains, des nouvelles personnes non humaines qui nous accompagnent au quotidien. Et donc, on est censé aller plus vite, on est aussi censé les comprendre mieux, on est censé les éduquer. En fait, c'est beaucoup de pression aussi, quelque part, pour vos équipes. C'est sûr, et c'est là où... comment dire il y a une pression, je dirais qu'on le voit plutôt comme une opportunité. C'est sûr. Et qu'est-ce que les clients attendent de vous par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils attendent plus? Ils attendent déjà qu'on les aide à naviguer dans ces eaux qui sont quand même assez troubles, parce que à ce stade, pour beaucoup, ils ont du mal à comprendre un petit peu, comme je le disais, le vrai du faux, à se faire une bonne compréhension du chemin qu'ils doivent emprunter, que ce soit dans leur stratégie ou leur organisation interne, avec tous ces changements qu'ils ont un petit peu de mal à percevoir. Enfin, pas qu'ils ont du mal à percevoir, plutôt dont ils ont du mal à comprendre les conséquences réelles. Donc, ça crée pas une pression supplémentaire, parce que la pression, on l'a tout le temps. On a l'obligation de résultat en permanence. Et surtout, ce qui nous caractérise, c'est que nous, on travaille avec des boîtes qui sont dans tous les secteurs d'activité. Le seul point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont sur des marchés qui sont hyper concurrentiels. Donc, la pression telle qu'elle existe, elle a toujours existé. On voit plutôt comme une occasion sur les 8 heures de travail de la journée réglementaire, d'en passer le maximum possible et faire des choses intéressantes. Donc c'est un changement qui est super positif, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vient pas avec plein de difficultés, mais c'est jamais l'impression d'un manager que d'y arriver tout seul. C'est tellement nouveau qu'on apprend tout le temps, tous ensemble, tous les jours, et on le voit plutôt comme une construction collective, un peu l'esprit commun qui progresse. Et si un manager a une difficulté par rapport à ces sujets-là, on a tous ce problème et on va tous réfléchir à comment on va l'aider à résoudre ce truc. Parce que s'il a ces difficultés aujourd'hui, son voisin aura la même dans 10 jours, et ainsi de suite. Et notre client aura peut-être la même dans 15 jours. Donc on a besoin tous ensemble de mieux comprendre comment résoudre ce problème. Et c'est au fur et à mesure qu'on résout tous ces micro-problèmes qu'on finit par commencer à amorcer ces transformations. Parce que tous ces petits problèmes les uns à la suite des autres, individuellement, ils ont l'air assez peu significatifs. Mais en fait, ils appartiennent à une problématique qui est plus grosse, et quand on l'a résolu d'un coup, on a vraiment l'impression d'avoir fait un gros pas en avant. Et c'est ça qu'on essaie de faire en ce moment, c'est chaque jour résoudre plein de petits problèmes pour dans 6 mois se retourner et se dire par rapport au 17 juin, 18 juin, on a fait un pas de géant. Et justement, aujourd'hui, par rapport à hier, quel chemin tu as l'impression d'avoir déjà parcouru? Quel changement tu as l'impression d'avoir déjà constaté? À différents niveaux, on voit beaucoup de changements. On voit que il y a une forme de culture autour de tout cela qui s'installe dans l'organisation, parce que c'est pas une personne ou un petit groupe qui va décréter maintenant on intègre de l'IA, on intègre de la technologie, on intègre de la recherche. Et voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est plein d'initiatives qui finissent par converger, et tu te rends compte que ça commence à faire partie de la culture de la boîte et du quotidien, de la façon dont les gens travaillent et dont ils racontent leur vie dans l'agence.
Donc on a avancé sur plein de choses. La première des choses, c'est que déjà, autour de tout ce qui est, on va dire, la recherche, l'innovation, la technologie en général, on a une équipe qui est dédiée, qui ne fait que ça. Ce qui suppose d'avoir une démarche produit, qui est quelque chose de nouveau pour une boîte de service. Ça suppose également d'avoir ce travail de chercheur d'or, mais en permanence. Comment on crée les conditions pour repérer aujourd'hui dans une organisation d'un peu plus de 100 personnes, demain, si on est 500, 800 ou 1000, il faut qu'on ait la même capacité à détecter les bonnes idées. Et parfois, elles sont enterrées bien profondément dans, dans certaines équipes. Donc ça, on commence à voir, on va dire, tout le système de travail qui intègre l'innovation comme un pilier important de la façon dont la boîte fonctionne. Il y a les méthodologies sur nos métiers, il y a les équipes et leur management, et puis il y a la technologie qui est un peu, on va dire, le troisième hémisphère du cerveau qui est en train de s'immiscer et prendre sa place dans ce troisième fauteuil et exister un peu partout. Et donc, on va dire que ça commence à exister concrètement et dans le quotidien, dans les instances qu'on a avec les différentes équipes, dans la façon dont on recueille la connaissance, dans la façon dont on fait progresser nos méthodes, nos agents. On se rend compte qu'on est passé de rien à une initiative, et on verra bien ce que ça devient, à quelque chose qui a quand même pas mal changé la boîte, puisque ça impacte quasiment tout le monde aujourd'hui. C'est exactement l'objectif de la recherche et de l'innovation, mais ce qui m'intéresse, c'est que finalement, enfin ce que j'entends, et dis-moi si je me trompe, c'est qu'au-delà de l'innovation pour Urian Neel et pour sa performance, puisque, comme on le rappelle ici, on est là pour parler de ça, on est là pour parler de performance économique quand même, mais ça transforme aussi l'entreprise. C'est ce que tu parlais de culture, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour transformer durablement. Ça transforme. Est-ce que tu as le sentiment que ça prend soin aussi, à la fois des équipes, mais aussi des clients? Oui, parce que nous, nos premiers clients sont les équipes déjà. S'ils s'en vont, on a plus rien la boîte n'existe plus. Donc la première chose qu'on fait, c'est de créer les bonnes conditions pour qu'ils puissent travailler sur ce qui est le plus intéressant avec les meilleurs outils. Et si eux sont contents, ils travaillent mieux pour les clients. Et une fois de plus, on a de la chance puisque les deux convergent. Si une personne chez moi passe moins de temps à faire du traitement de données, qui est vraiment très très chiant, qu'elle a fait pendant les 2 dernières années, en espérant qu'un jour elle n'ait plus à le faire, et que on arrive par la technologie à la soulager de 80% de ce boulot-là, il va être content, avoir du temps qui se libère pour faire autre chose, donc progresser, et être beaucoup plus disponible intellectuellement pour accompagner son client sur les dimensions qui sont intéressantes. Donc finalement, les problèmes qu'on résout, ils profitent à tout le monde simultanément. Donc on a... Et la montée en compétences, elle se fait différemment. En termes de méthodologie, tu parlais tout à l'heure de méthodologie, ça c'est un sujet aussi très important. Je pense que c'est un des points clés d'ailleurs dans la recherche, notamment sur les sciences humaines qui vont être plus transformatives, on va dire. Sur la méthodologie, elle change sur le traitement client, elle change sur la relation client, et elle change en interne sur le management, sur l'organisation des projets, je suppose. Oui. Mais elle change aussi, j'imagine, dans le parcours du collaborateur. Je ne sais pas comment vous les appelez chez vous, mais de la personne qui rentre chez vous au départ, son parcours au sein d'Urian Neel est un peu différent et se transforme aussi chaque jour. Ouais, c'est... Avec tous ces éléments de réflexion. Oui, c'est finalement... bientôt, une personne qui arrive dans l'agence, elle rencontrera ses collègues humains et ses collègues IA. Je le caricature un petit peu parce que c'est pas... C'est ma question pour finir. Je vais te demander comment tu vois. On va la poser tout de suite parce qu'elle me pend trop aux lèvres compte tenu de ton approche. Mais c'est ça, en fait, l'idée. C'est comment tu vois Urian Neel. Je ne vais pas te dire dans 10 ans parce que c'est impossible aujourd'hui de répondre à ça. Mais au moins en 3 et 5 ans. Comment tu vois le quotidien au sein de l'entreprise dans quelques temps, en fonction de ta projection, ta vision. Ça peut être encore plus formidable ou peut-être un peu science-fiction, mais je pense que... Alors, il y a pas mal en ce moment, tu sais, tous les anciens chercheurs de OpenAI, des gens qui bossent dans les divisions un peu secrètes de Google, qui ont quitté pour des raisons d'éthique, qui disent c'est la course à l'innovation, ça va à notre perte. Les IA deviennent autonomes et forcément, dans ce truc compétitif, on a tendance à laisser de côté toutes les précautions
qu'on devrait prendre pour éviter de leur confier trop de responsabilités et que ça nous conduise à notre perte. Bon, donc, il y a peut-être un scénario où la question ne se pose pas. Oui, on va laisser ça de côté. On va partir du principe. On va prendre la version optimiste du truc. C'est mieux pour nous tous. Non, la version optimiste est que ce serait finalement un peu l'extrapolation de la façon dont on est organisé aujourd'hui, je pense. C'est qu'il y aurait une part importante on va dire, d'agents qui aident les équipes et qui sont de plus en plus leurs super assistants, et qu'on est plutôt, nous, des équipes d'experts métiers, mais qui passent la moitié de leur temps à travailler sur des agents qui vont travailler pour les clients, et puis la moitié de leur temps à s'interfacer avec leurs clients pour comprendre comment ils doivent mieux paramétrer les agents qui travaillent pour eux. Donc, je dirais des espèces de super architectes de l'IA qui sont très très forts dans un métier ou plusieurs métiers et qui font le lien entre les besoins des clients et nous, les systèmes qu'on construit pour eux. Ça, c'est un futur que j'imagine assez probable. À côté de cela, je pense que là, on voit Google commence à perdre de l'audience, Instagram, TikTok, Amazon, et que parallèlement à ça, ChatGPT progresse. Est-ce que ça va durer ? Probablement. Le résultat de tout cela, c'est encore difficile de bien le prédire. Mais ce qui est sûr, c'est que les parcours des clients, les clients finaux, qui sont ceux qu'on essaie d'atteindre au travers de toutes ces approches, eux vont probablement beaucoup plus avoir plein eux-mêmes d'assistants personnalisés, les marques auront du mal à exister. Ce sera peut-être hyper ringard dans quelques années d'avoir un site internet et qu'en fait, il faut juste exister dans les LLM pour être bien recommandé par l'assistant personnel d'un individu. Et donc, ce sera une forme de création de préférence par les IA pour avoir une chance d'être vu par les humains. C'est une dimension possible de l'évolution des choses qui nous encourage, et ça peut paraître paradoxal, à revenir sur des choses assez fondamentales de être plus fort et plus équipé sur tout ce qui est l'accompagnement des marques, sur le branding, sur leur image, sur finalement ce qui est tout au début de l'expérience des utilisateurs, au début des parcours clients, c'est d'arriver à créer des marques fortes qui ont tellement d'aura, véhiculent tellement bien leur mission et ce qu'elles ont de mieux que les autres, que elles peuvent exister quels que soient les parcours clients. Donc, à mon avis, on aura les deux et on aura encore plus ce grand écart avec des gens hyper créatifs qui sont capables d'avoir des idées incroyables pour aider une marque à exister dans un marché hyper encombré. Et de l'autre côté, des gens techniciens des IA pour les marques qui n'auront pas totalement réussi à s'émanciper des parcours traditionnels, permettre aux marques d'exister dans ces parcours avec beaucoup de technicité. Donc, des experts très forts en IA. Oui, parce que la probabilité, c'est que pour les marques dont l'aura ne sera pas suffisamment puissante, les IA des marques vendeuses vont être obligées de parler aux IA acheteuses qui vont benchmarker le marché, et l'utilisateur final, finalement, va s'en remettre à son IA pour faire son choix. Donc la probabilité, c'est que les IA parlent à des IA. Exactement, et donc tu as besoin de décortiquer toutes ces sommes de règles de préférence pour qu'elles te soient favorables. En fait, là, on y va assez rapidement vers ça. Ça c'est pas dans très longtemps, je pense. Non, c'est pas dans très longtemps. Et puis, ce serait tellement pratique de se dire, juste besoin de dire, il me faut une nouvelle paire de baskets. Le système me connaît mes goûts, sait combien je suis prêt à mettre, ma pointure, elle arrive le lendemain, sans que j'ai eu besoin de faire aucun choix. Et à partir du moment où tu dis ah bah oui, c'est évident que ce serait hyper pratique, probablement ça va exister parce que au-delà des considérations de respect de la vie privée et on va dire toute la philosophie qu'on peut mettre autour, c'est la praticité qui l'emporte. C'est sûr, notamment sur les choses très techniques comme des baskets de running ou je ne sais quel autre truc vraiment technique. C'est sûr que tu vas gagner un temps fou que d'aller tout seul lire. C'est ça. À moins que tu sois un passionné du système. Forcément. Donc tu vois, je pense que nous, on aura ce truc intéressant qui sera de voir cette évolution et un petit peu ces deux chemins-là, le côté hyper créatif et le côté hyper technique.
et arriver à les faire toujours fonctionner ensemble. Mhm. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est un peu le nom de la boîte aussi, faire fonctionner les contraires. Donc, on va à fond dans cette direction. Donc, ça promet de rester intéressant. Mais je pense que finalement, dans nos métiers, ce sera beaucoup moins d'impact que si la question, on la posait par rapport à la médecine. Mhm. Tu vois, à quel point les IA qui parlent aux IA pourraient se substituer au rôle d'un médecin généraliste. Ouais. Là, il y a des considérations où je pense qu'il y a, Ouais. il y a des questions plus profondes sur quelles sont les limites qu'on doit mettre à tout là, parce que pour nous, de toute façon, c'est sûr qu'on va y aller, on y va déjà à fond. Mais il y a des métiers pour lesquels d'autres dimensions que la performance rentrent en ligne de compte. On parle de la médecine, mais on pourrait imaginer ça. Pour les avocats. Exactement. Je suis placé pour en parler, oui. Exactement. Et là, il y a il y a plein de podcasts à faire, je pense. Oui, ça c'est sûr. Mais alors, donc, juste pour revenir à notre sujet d'origine, hein, qui est vraiment social, il y a aussi un autre sujet qui m'intéressait, c'est rapidement, puisqu'on arrive au bout, sur la question du management. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, ça pourrait aussi s'inverser et que tu pourrais avoir des IA qui managent tes équipes, à certains égards? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et dans ces cas, quel type d'équipe? Ça me paraît peu probable quand même. Pas du point de vue de est-ce que c'est possible technologiquement ou pas, parce qu'un système très intelligent pourrait potentiellement très bien accompagner de manière hyper personnalisée les individus, donc sur un super manager. Mais malgré tout, dans ces métiers de service, ce que les gens aiment, c'est pouvoir se mettre autour de la table, rigoler, constater que les tempéraments très différents en fait ont un point de vue différent sur la question, et puis en sortir une nouvelle idée. Et que ça, à mon avis, on reste des personnes qui ont passé la majorité de leur vie à s'interfacer avec des humains, et on a besoin de ce contact encore. Donc je pense que notre génération, elle a trop le contact humain qui est ancré, l'habitude de déchiffrer les petits signaux dans les visages, etc. Ce sera pas compatible. En revanche, peut-être une ou deux générations plus loin, ça me paraît pas du tout impossible. J'avais vu sur une étude que sur certaines tranches de population, et notamment les plus jeunes, en dessous de, je sais plus, c'est en dessous de 25 ou en dessous de 20 ans, et je serais incapable de te donner la source du truc, hein, donc Oui. mais que certains déclaraient qu'ils ne pensent pas que ce soit impossible qu'un jour ils puissent se marier et faire vivre une relation amoureuse avec une IA. Donc si tu es prêt à te marier, tu es bien prêt à être managé, quoi. Donc, donc je pense que c'est une question de génération. Moi, ça me paraît impossible, et les gens avec qui je travaille, je vois pas comment ils pourraient... ils sont pas du tout venus pour ça. Non, mais ça pourrait être sur l'organisation, sur un management méthodique, un suivi tu vois, de Alors, ce serait plus timeline. insidieux. Ça prendrait une forme d'assistant qui en Oui, c'est fait ça. t'aiderait à manager. Ah là, oui. En gros, oui. Et Ok, qui ramasserait oui. des données et qui finalement Oui, c'est vrai. te reportera à toi de façon beaucoup plus fiable Oui, oui. qu'un... Je sais que ça peut paraître plus, comme tu dis, sournois, on va dire, d'un certain point de vue, mais c'est une forme de management. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui, ça peut venir. Ça peut venir, surtout qu'on est sur des métiers où il y a plein de données, donc c'est assez facile d'imaginer que tu puisses les mettre à disposition d'un système qui t'aide à être plus efficace. Donc, je change ma réponse et je dis pourquoi pas. T'as raison, tu as le droit. Non, mais le but du jeu, c'est aussi un peu de se projeter. Mais là, on est sur l'innovation sociale. Donc, l'idée, c'est quand même de prendre soin un peu des êtres humains autour de justement toute cette vague technologique qui est aussi passionnante qu'impressionnante et peut-être un peu flippante. Hein, on va pas se mentir. Donc, voilà, comment on s'organise autour de tout ça. On se refait un point dans quelques temps. On peut prendre rendez-vous dans 10 ans. Oui, un peu avant. Pour voir. Non, 2030, je te propose. C'est certain que je pense qu'on fera partie des organisations où, en tout cas, dans une certaine dimension, on ira le plus loin possible là-dessus. Donc, on sera un bon échantillon de voir où ça peut mener quand tu essaies de tirer au maximum profit de tout le potentiel que ça a. Donc, je te raconterai où ça va. Carrément, où ça mène. Carrément. Et puis, une petite dernière question pour clôturer. Tu penses que tu vas stagner dans ton recrutement ou même peut-être diminuer le nombre de tes équipes ou loin de là et au contraire, vous allez continuer de grandir Écoute, pour l'instant, en tout cas, on est comme tout le monde obligé de faire des projections de toutes les dimensions, y compris de la masse salariale, et il n'est pas prévu qu'elle réduise. Tant mieux. Peut-être
des profils qui sont plus portés sur ces sujets. Elle va pas réduire en nombre, mais elle va peut-être un peu se réorienter. On va devoir aujourd'hui, quand on fait un entretien, comprendre les limites des IA dans le travail que tu peux faire au quotidien, l'avoir déjà utilisé est un prérequis. Parce que c'est difficile, sinon il y a trop de chemin à parcourir quand tu intègres une organisation que tu n'as jamais rien vu, du moins à certains niveaux dans l'organisation. Donc, non, je ne pense pas que ça va réduire le nombre de personnes. Je pense par contre que ça va augmenter le nombre de projets. Et tu penses que vous aurez notamment plus besoin de personnes justement qui sont plus portées sur ces sciences humaines, sur des questions qui sont moins techniques et qui peuvent être des sciences cognitives, des choses beaucoup plus humaines et sociales. Ouais, et c'est des recrutements qu'aujourd'hui, est-ce que tu as déjà? Est-ce que tu envisages d'avoir à moyen ou court terme? Oui, disons que c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure autour de vraiment se renforcer sur les équipes qui font du branding et qui travaillent sur l'image de la marque. Toute cette dimension-là qui est, on va dire, plus le ressenti autour des marques et autour de la façon dont on construit un petit peu leur aura, leur rayonnement, leur identité. Ça, il est prévu qu'on se développe fortement là-dessus. Donc, après, le développement en interne des équipes pour, on va dire, orchestrer cette nouvelle façon de travailler, probablement. Plus on va avancer dans cette direction, on aura des équipes qui seront hybrides entre des humains et des IA, plus il faudra des managers spécialisés pour s'occuper de l'un, l'autre et du fonctionnement des deux. Ok. Merci Christophe, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Est-ce que c'est une première qui te satisfait? Moi, énormément. J'espère que ça satisfera aussi nos auditeurs. Et puis, j'espère que ce sera l'occasion pour eux de s'intéresser plus profondément à cette question de l'innovation sociale. Donc, merci pour ton témoignage. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci.